Et si s'ouvrir était la clé pour se découvrir vraiment? Et si votre plus grande force résidait dans ce que vous cachez au monde? Aujourd'hui, on va parler vulnérabilité. C'est quelque chose, d'abord, c'est pour répondre à une auditrice qui va se reconnaître. Merci Anne pour ne pas la citer, qui m'a demandé ça et j'ai trouvé que c'était intéressant. Et en plus, le jour où je vous l'enregistre, eh bien, il m'est arrivé ce matin de justement m'ouvrir à ma vulnérabilité. Et c'est intéressant, c'est ce que je vais vous tenter de vous démontrer dans cet épisode. C'est comment finalement, de ce qui peut apparaître comme une faiblesse, peut être en fait une preuve de courage qui implique de s'exposer en acceptant les risques de ce que ça va faire, mais qui amène aussi dans des échanges des liens authentiques qui permettent de relever des défis et de ressortir plus fort. Hypersensible haute couture, le podcast pour les hypersensibles, par une hypersensible. À ta mesure, sur toutes les coutures. À ta mesure, sur toutes les coutures. Ce matin, j'ai appris une nouvelle en fait, que j'avais été écartée d'un projet à cause d'une de mes spécificités, d'une de mes différences. Et donc du coup, tout d'un coup, je me suis sentie très vulnérable parce que j'avais l'impression d'être revenue des années en arrière où être une femme déjà était pas simple pour mener des projets. Depuis, moi, j'ai monté des tas de projets, lancé, j'en suis à mon 3e ou 4e podcast, fait des choses, et en n'étant pas seule, en étant entourée d'autres femmes porteuses de projets, et j'ai cru un instant qu'on en avait fini avec ça, même si je suis honnête, loin d'être naïve, je vois bien qu'on a encore beaucoup de chemin à faire de ce côté-là. Mais tout d'un coup, ça m'est revenu comme un boomerang. Et mon hypersensibilité en a pris un coup. Parce que tout d'un coup, c'est pas tant que d'apprendre que j'avais pas le projet, que le fait de me sentir complètement dévastée émotionnellement. Tout d'un coup, je me suis sentie abattue et j'ai laissé circuler, mais je n'arrivais plus à avoir du discernement. La raison était plus là et j'ai même failli dire à quoi bon, je ne vais pas y arriver. Je ne vais pas arriver à me développer ici, là, au fin fond de la campagne. C'est pas pour moi. Bon, finalement, j'ai décidé d'en faire quelque chose. D'abord, j'ai laissé l'émotion sortir. Je l'ai vécu à fond. Donc, j'ai été au bout, à fond dans ce désespoir. Et ensuite, j'en ai parlé, je l'ai partagé. Ça m'a permis déjà de le déposer et puis de l'accepter. Je n'étais pas forcément fière, mais j'ai accepté de poser tout ce qui me traversait. Et puis, une fois ça, après, j'ai été sauvée, on va dire, par le fait qu'en face de moi, j'avais mon paperboard où je venais de faire tous les projets pour l'année 2025, mois par mois, avec les moyens d'y arriver, les choses qu'on allait mettre en place et comment j'allais les répartir entre moi et mon équipe. Et quand j'ai vu ça, en fait, ça m'a reconnectée à ce que j'étais venue faire. Je me suis reconnectée à pourquoi j'avais envie de le faire, qu'est-ce qui m'attendait dans ce que j'en sais et pourquoi j'avais décidé de me lancer. Il y a ça qui est venu. Et du coup, ça m'a donné un peu l'élan pour me redresser. Je suis allée marcher quelques minutes. J'ai fait un post sur Insta avec. Du coup, j'ai repartagé plus à la face du monde. Et en revenant au bureau, tout d'un coup, c'était plus clair. Et c'était même
eh bien, je vais me battre un peu. Je vais continuer, c'est pas ça qui va m'abattre. Et même, j'ai pensé peut-être qu'un jour, on regrettera de ne pas m'avoir confié ce projet. Vous avez là tous les ingrédients de la vulnérabilité comme une force et des clés qu'il faut mettre en place. Alors je reviendrai sur ces clés et sur la façon de s'en sortir dans la deuxième partie de ce podcast. Avant, je voulais qu'on revienne un peu sur ce que l'on met derrière la vulnérabilité. Qu'est-ce qu'elle recouvre? Et j'aime bien souvent commencer par une définition. Le dictionnaire dit que ça vient du latin vulnerare, qui est blessé, qui veut dire blessé en fait, endommagé, entamé, porté atteinte. Et donc, la vulnérabilité, c'est le caractère de ce qui est vulnérable, fragile, précaire, de ce qui peut être attaqué, blessé, endommagé, d'un point de vue moral ou physique. Donc c'est vraiment une histoire de sensation, une histoire de quelque chose d'extérieur ou même d'intérieur peut venir altérer mon moral ou mon physique. Moralement, c'est ce qui s'est passé ce matin. Alors, j'avais envie de vous parler des 3 mythes sur la vulnérabilité, des choses qu'on croit et qui, justement, nous empêchent d'être vulnérables. Donc, des mythes ou des croyances, mettez ça comme vous voulez, mais c'est ce qui nous empêche, plus ou moins consciemment, de laisser aller notre vulnérabilité. Et je vais emprunter la première, c'est la vulnérabilité, c'est une faiblesse. Et je suis allée lire un livre de Brené Brown, qui est une chercheuse enseignante à l'université de Houston, qui est titulaire d'un doctorat en sciences humaines et qui fait beaucoup de conférences, est assez réputée, et qui a écrit un livre assez magnifique qui s'appelle « Le pouvoir de la vulnérabilité ». Je vous le mettrai en description et son pitch, c'est « La vulnérabilité est une force qui peut transformer votre vie ». Alors je lui emprunte le mythe numéro 1, la vulnérabilité et de la faiblesse. Et elle nous explique ceci. Elle nous dit que cette idée que la vulnérabilité est une preuve de faiblesse est finalement c'est le mythe le plus répandu et le plus dangereux. Quand on passe sa vie à se protéger de la vulnérabilité et à éviter d'être perçu comme trop émotif, on ressent du mépris vis-à-vis de ceux qui sont moins capables ou moins désireux de masquer leurs sentiments, de se faire une raison et de persévérer envers et contre tout. On en est arrivé au point où, plutôt que de respecter et d'apprécier le courage et l'audace inhérents à la vulnérabilité, on laisse la peur et la gêne se transformer en jugement et en critique. La vulnérabilité n'est ni bonne ni mauvaise en soi, ce n'est pas ce qu'on appelle une émotion négative, mais ce n'est pas non plus une expérience légère et positive. La vulnérabilité est au cœur des émotions et des sentiments. Ressentir, c'est être vulnérable. Croire que la vulnérabilité équivaut à de la faiblesse, c'est croire que le sentiment est une faiblesse. Hypothéquer sa vie affective par peur d'avoir à en payer le prix revient à s'éloigner de ce qui fait le sens et le but de la vie. En fait, elle explique que le rejet de la vulnérabilité, il découle le plus souvent, en fait, c'est parce qu'on l'associe à des émotions négatives, comme la peur, la honte, le chagrin et la déception. Donc ce sont des émotions dont on ne veut pas parler parce qu'elles affectent, même quand elles affectent profondément notre vie, en fait. Et donc, il faut juste se rappeler, mais tout est dans le juste, comme je dis, que la vulnérabilité, c'est également le berceau des émotions et des expériences plus positives. La vulnérabilité, c'est l'intimité, c'est l'amour, c'est la joie, c'est l'empathie. C'est ce qui nous permet de nous mettre aussi à la place des autres et de ressentir sa souffrance
Et donc, c'est connecter avec l'autre de manière plus profonde et plus sincère. Et donc, en fait, Brené Brown, elle définit la vulnérabilité comme l'incertitude, la prise de risque, l'ouverture émotionnelle. Donc, c'est vraiment une histoire d'honnêteté, finalement, par rapport à ce qu'on ressent, par rapport à qui on est. Ce serait comme être authentique. Aussi, être vulnérable, c'est accepter qu'il se passe quelque chose et pouvoir le partager à l'autre, aux autres. Et c'est ce qui renforce, cette honnêteté qui renforce la confiance, la connexion avec les autres. Et même, c'est une preuve de courage parce que accepter d'être vulnérable, c'est accepter de s'exposer, de livrer une part de son intimité en acceptant les risques. C'est-à-dire quel est le principal risque qu'on prend, c'est la peur d'être jugé en fait. Le jugement, le rejet aussi de l'autre. Et puis, dans une certaine mesure, des fois, l'échec pour avancer. Et en même temps, c'est ce qui permet de créer des liens authentiques ou de relever des défis. Donc, quand on arrive à être vulnérable, on développe comme une grande force intérieure pour être vrai face à soi-même et aux autres. Par exemple, je pense à cette entrepreneuse qui, ayant traversé une faillite, elle peut très bien, quand on lui demande ce qu'elle fait, où est-ce qu'elle en est, elle peut cacher les choses, ne pas raconter et vivre ça comme un échec. Elle aurait tendance à ne pas le raconter. Mais en fait, elle a décidé de partager et elle a trouvé la force d'en parler ouvertement avec ses collaborateurs et ses clients. Et finalement, loin d'être perçue comme faible, cette honnêteté a renforcé la confiance autour d'elle et lui a permis de rebondir plus vite. Parce que continuer de taire quelque chose, c'est une forme de déni qui nous empêche de reconstruire autre chose ailleurs. Et puis, je dis toujours aussi, oser être vulnérable, c'est autoriser celui qui est en face à l'être. Deuxième mythe, la vulnérabilité consiste à tout partager. Il y aurait comme un truc qui dirait que on pourrait donc être vulnérable, c'est dévoiler tout ce qu'on ressent ou tout ce qui nous blesse à tout le monde sans limite. Ça rejoint un petit peu aussi, j'échangeais là-dessus dans un live sur cette histoire de franchise et d'authenticité. Est-ce que c'est tout dire ? Non, pas forcément. La vulnérabilité, c'est pas une absence totale de filtre et de limites, mais c'est plutôt un partage intentionnel et sincère de ce qui compte vraiment et surtout adapté au contexte. D'abord, il faut être sûr qu'on est en confiance quand on partage et on doit choisir consciemment avec qui on partage ce que l'on partage. La vulnérabilité, c'est fondé sur, Brené Brown dit, c'est fondé sur la réciprocité. Il y faut donc des limites et de la confiance. En fait, il s'agit de ne pas trop en dire, il ne faut pas se confier à n'importe qui non plus. Et ça n'a rien à voir avec, comme elle dit, avec des torrents de potins sur les célébrités. Ça, c'est pas être vulnérable. C'est partager ses expériences et ses sentiments à ceux qui ont gagné le droit de les connaître. C'est-à-dire qu'il y a comme un check à faire pour savoir exactement déjà qu'est-ce que je peux livrer, voilà, qui serait intéressant pour moi, comment je peux le livrer pour qu'il soit entendable pour l'autre et que ce soit écologique pour moi, et à qui je peux le livrer pour avoir de la confiance. Ce matin, moi, quand j'ai partagé ma vulnérabilité, je n'ai pas tout dit. J'ai dit exactement ce que je sentais important de dire, ce qui m'a permis de laisser circuler l'émotion pour finir par un peu comme la canaliser. Et en tout cas, elle s'est évacuée. Je ne l'ai pas dit à n'importe qui. Je l'ai partagé à quelqu'un de confiance. Je ne suis pas arrivée sur le plateau du bureau en disant voilà ce qui m'arrive. Voilà, c'est vraiment choisir consciemment ce que l'on expose. Le troisième mythe, c'est la vulnérabilité ne concerne que les émotions négatives. J'en ai parlé. En fait, être vulnérable, c'est
On pense souvent que être vulnérable, c'est admettre uniquement ses peurs, ses doutes, ses échecs, ses faiblesses, et que donc on associe l'état à la souffrance ou à la fragilité. Or, la vulnérabilité, elle englobe tout ce qui nous rend en fait profondément humains, y compris les émotions positives. On peut par exemple oser exprimer son amour. On se rend vulnérable parfois quand on va faire une déclaration à l'autre pour lui dire qu'il nous manque, qu'on aimerait bien passer plus de temps avec, le ou la revoir quand on ne s'est pas vu depuis longtemps. C'est faire part de ce que je ressens intimement, et cela nous expose aussi à l'inconnu et peut-être à la possibilité de ne pas être compris et accepté, d'être avec quelqu'un qui n'est pas sur la même longueur d'onde, qui ne partage pas les mêmes sentiments. Et pourtant l'amour, c'est quelque chose de magnifique. Donc, au regard de ces mythes, on peut redéfinir en fait la vulnérabilité. Loin d'être une faiblesse, c'est une qualité essentielle à l'authenticité, puisque c'est accepter déjà de ressentir, et c'est partager ce qui humainement nous traverse. C'est une forme de résilience, parce que commencer à déposer, commencer à dire, commencer à partager, c'est déjà commencer à guérir, et c'est surtout socle de relations humaines très enrichissantes, parce que quand vous pouvez être qui vous êtes et exposer votre humanité et être compris en face, c'est juste un bonheur extraordinaire, et c'est le socle de relations profondes et authentiques. Donc pourquoi nous avons peur de la vulnérabilité finalement? Bon, outre, déjà avec ces 3 croyances, ces 3 mythes très forts et socles, si on pense que c'est une faiblesse, si on pense qu'il faut tout dire, et si on pense que c'est que négatif, ça n'aide pas à se livrer, et surtout ça génère des freins terribles, quoi, et de la peur. Ça, c'est une... Alors, on peut aussi parler de croyance, parce qu'on a souvent grandi, dans cette société, en tout cas, avec l'idée que montrer ses émotions, ses fragilités, c'était être faible. Dire « je ne sais pas » ou « j'ai besoin d'aide », ça peut être perçu vraiment comme un aveu d'échec. Et donc, du coup, on se tait par peur d'être jugé ou rejeté, perdre la face. Donc, vous imaginez, en entreprise, par exemple, un manager qui a une équipe. Moi, j'ai accompagné pas mal de managers, et quand je faisais des accompagnements de pilotage d'équipe, de suivi de tableau de bord, d'indicateurs, etc., souvent, il y avait derrière ça une vulnérabilité cachée, de manque de confiance en soi, pas oser aller dire à quelqu'un de l'équipe qu'il fallait qu'il aille plutôt dans cette direction, ou peut-être qu'il avait fait une erreur, etc. Et c'est absolument pas correct en entreprise, et en tout cas c'est compliqué. On évite d'admettre qu'on est dépassé, parce que on a peur que son équipe, par exemple, doute de ses compétences. On a peur que son manager pense qu'il s'est trompé. Et en fait, c'est contre-productif, puisque au lieu de mettre le doigt sur la réelle raison de non-avancer pour pouvoir travailler dessus et atteindre ses objectifs, en fait, on ne dit rien, on essaie de gérer tout seul, et c'est là que commencent les effets de bord. Déjà, on a un risque, forte chance de pas très bien y arriver, et puis c'est la santé mentale et la qualité du travail collectif qui sont impactés, en fait. Donc, une des clés, ça va être de démonter ses croyances, quoi. De sortir de cette histoire de « si je dis que je ne sais pas », ça va être perçu comme une faiblesse, comme un aveu lourd de conséquences.
J'ai souvenir d'avoir accompagné des... Je vous parle beaucoup de l'entreprise, là, parce que... mais c'est valable aussi en perso, mais c'est parce que dans le milieu professionnel, plus que jamais, la vulnérabilité existe. On a des encouragements parfois, ça va jusqu'à des encouragements à ne pas la montrer, mais c'est surtout qu'on se réfrène beaucoup, pardon, pour éviter d'être mal noté, d'être jugé, d'être rétrogradé, d'être mis au placard, d'être... voilà. Et j'ai souvenir comme ça une des premières choses que j'ai amenées dans mes formations des services clients par rapport aux clients, c'était de dire, plutôt que de faire semblant qu'on sait pour ne pas dire qu'on ne sait pas quelque chose, eh bien, accepter sa vulnérabilité tout en gardant son côté pro, eh bien, c'est dire, écoutez, je n'ai pas la réponse, je me renseigne, je reviens vers vous tout de suite. Et qu'un client, finalement, il peut très bien accepter ça du moment qu'il a la réponse. Peu importe que ce soit Pierre, Paul ou Jacques qui lui donne la réponse. Et c'est même un gage de confiance parce qu'il se dit, cette personne a été capable de me dire quand elle ne savait pas, alors quand elle me dit qu'elle sait, c'est que ça doit être juste. Et c'est valable aussi dans les relations personnelles, quand quelqu'un avoue quand il ne sait pas, quand il est dépassé, quand il n'est pas bien, quand il y a quelque chose qui le fait douter, on est complètement en confiance quand il ne le dit pas, parce qu'on se dit, alors c'est que ça va, sinon il me le dirait. Donc, quand on n'arrive pas à être bien avec sa vulnérabilité, qu'on n'arrive pas à être authentique en fait, on se met dans des mécanismes de défense, des stratégies de défense pour pouvoir gérer. Donc on se cache, on cache nos émotions, on prend un masque. Donc ça c'est la première chose, c'est-à-dire qu'on va ressentir, on va être dépassé, mais on ne va pas le montrer, donc on va bloquer ses émotions. On finit même par y croire, à se dire que tout va bien, sauf que en dessous, ça ne va pas et ça... Moi, je dis souvent que ça gangrène et que du coup, un jour ou l'autre, ça va ressortir, mais pas comme on est, mais de manière plus forte. Et puis, ça nous fait aussi fuir les situations risquées. C'est-à-dire que, comme on sait qu'on risque d'être dépassé par tel truc, on a moins d'audace et on joue sécure, en fait, et on n'ose pas aller... dans des situations où on ne sait pas si on va maîtriser, parce qu'on ne saura pas dire qu'on ne sait pas, parce qu'on n'acceptera pas de l'aide éventuellement, parce qu'il faudra dire qu'on n'y arrive pas. Et puis, j'ai souvent vu ça aussi, attaquer pour éviter d'être attaqué. Je mords avant d'être mordu. Moi, j'ai beaucoup fait ça, plus jeune, pour éviter d'éventuellement, parce que tout ça c'est une histoire de présupposition, d'être attaqué, d'être prendre une remarque, etc. C'est moi qui mordais en premier comme ça, voilà. Donc c'est ce qu'on voit aussi, par exemple, quelqu'un qui vient de se séparer et qui est donc en deuil quelque part et qui refuse de parler de sa peine et qui, plutôt que de raconter que ça va pas du tout et que il ou elle est en procédure de divorce, par exemple, choisit l'humour pour masquer la douleur. Donc, outre le fait que, du coup, je pense que ça accroît la solitude, parce que du coup, on reste tout seul avec sa peine, mais c'est surtout que, en faisant ça, on retarde le processus de deuil. Et on ne peut pas guérir pleinement, en fait. Donc, ça vient aussi, ces mécanismes-là, d'un impact sociétal très fort, d'une société qui valorise l'apparence de perfection. On n'a qu'à le voir sur les réseaux. Être fort, c'est réussir. Mais c'est réussir aussi à maîtriser ses émotions. Et ça crée une pression qui rend difficile l'acceptation des moments de vulnérabilité. On le voit sur les réseaux. Alors, il y a des personnes qui le font, justement, qui sont authentiques et qui arrivent à partager, qui disent quand ça ne va pas, qui partagent avec tout ce que ça génère de confiance dans notre propre communauté.
Mais il y en a aussi tout un paquet qui hésitent à partager parce qu'elles ont créé un personnage et que leur audience s'attend à avoir quelque chose avec une vie idéale en fait. Donc on parle de fake self maintenant sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que on voit des gens qui s'inventent une vie où tout va bien, voilà, qui se photographient dans des endroits de rêve, avec des personnes de rêve, voilà, et tout à foison, et qui en fait sont seuls, malheureux et tristes tous les jours. Et le danger, c'est de finir par croire à ça et de se sentir complètement déconnecté de soi-même. Donc la vulnérabilité, c'est une manière de rester connecté à soi. La vulnérabilité, en fait, c'est une force cachée qui permet déjà une connexion humaine, comme je vous l'expliquais. On est connecté à l'autre, à sa communauté, parce qu'on tisse des liens profonds qui touchent à l'authenticité. On touche à l'authenticité. On dit souvent que tout se passe, les relations, ça se passe dans l'émotionnel. Donc là, on est au cœur du sujet. Et on montre à l'autre, déjà qui on est, et surtout qu'il n'est pas seul dans ses émotions, avec tout ce que ça autorise l'autre de montrer, de partager à son tour. Par exemple, si moi, je commence à partager ouvertement mes débuts difficiles d'entrepreneur, avec mes doutes, mes peurs, les erreurs que je fais, ma vulnérabilité de ce matin, j'inspirerai beaucoup plus que si je ne raconte que les moments qui vont bien, où tout d'un coup je me fabrique un personnage qui m'éloigne comme ça, qui peut me mettre sur une espèce de référence alors que c'est pas tout à fait juste. Et ça éloigne, émotionnellement, ça éloigne de l'autre. Donc en termes de connexion, et puis je suis connectée à moi-même quand je fais ça. Je sais qui je ne suis pas dans un personnage. Il y a cette notion de courage, exprimer ses émotions, parler de ses échecs, tout ça, ça demande un courage, une grande force intérieure. Ça veut dire que, 1, j'ai repéré, j'ai pris conscience. 2, je suis capable d'affronter mes peurs et surtout d'accepter d'être vue telle que je suis, sans masque. Et puis, accepter sa vulnérabilité, ça permet de transformer ses peurs en opportunités, ça nous pousse à sortir de notre zone de confort et à apprendre de nos échecs. Quand on partage l'expérience d'un échec, c'est déjà prendre une forme de recul, de distanciation par rapport à l'événement. Si je suis capable d'en parler, c'est que je suis déjà un peu en recul pour l'observer et ensuite de le transmettre. Et en plus, ça me permet aussi de regarder, d'apprendre et de me dire, qu'est-ce que je ne renouvelle pas, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce que je ne renouvelle pas et qu'est-ce que je fais maintenant de différent. Donc vous voyez comment la vulnérabilité, en dépit de tout ce qu'on peut dire dessus, c'est en fait une formidable preuve de courage et c'est ce qui nous permet d'être connectés à qui nous sommes et aux autres. Alors comment on fait ? Quand on est pétri de croyances, que l'on a du mal à s'ouvrir, à gérer ses émotions, déjà, faut travailler sur ses émotions. Il faut les identifier, il faut se rendre compte qu'il se passe quelque chose. Et gérer ses émotions, c'est être capable de savoir reconnaître qu'il se passe quelque chose, être capable même de nommer cette émotion. C'est déjà un premier pas. Et ensuite, la laisser circuler et puis de la partager en fait. Et du coup, là-dedans, il y a, dans le fait de partager, il y a la deuxième clé, c'est oser se montrer authentique. Il faut s'entraîner à pratiquer la communication sincère, même dans les contextes un peu difficiles. Dire ce qu'on ressent, sans chercher à se cacher. Comme je vous le disais tout à l'heure, ça renforce la confiance et la compréhension. Donc, partagez vos ressentis en parlant de vous. Ça, c'est la clé de la communication non violente. C'est je parle de ce que je ressens, je parle en je.
Par exemple, je me sens blessée par ce que tu dis, voilà, plutôt que de réagir par la colère, parce que tout d'un coup, il y a quelque chose qui vient me choper et où je sens que ça monte en fait, eh bien, hop, tout de suite, je peux dire et ça évacue. Et surtout, ça ouvre la porte à une discussion en face. Et en tout cas, ça démarre plus apaisé et constructif que d'accuser l'autre, dire tu me blesses et puis de partir dans les tours. Donc, identifier ses émotions, oser se montrer authentique. Ensuite, il y a, évidemment, transformer ses croyances. C'est changer. J'aurais dû même commencer par là parce que ce qui permet d'avancer, ce qui bloque, c'est les croyances qu'on a sont des freins incroyables, sont même parfois des murs impossibles à franchir. Donc, c'est important de changer de regard sur ce qu'on pense, sur la vulnérabilité, en vraiment commençant à se dire que c'est un acte de force et non de faiblesse. Par exemple, un homme qui déciderait d'écrire un livre sur son combat contre l'anxiété, ce serait déjà comme, au lieu d'être dans la honte, d'être anxieux, comme ça, ce serait déjà comme prendre une distance et ça pourrait devenir un outil d'inspiration pour les autres. Donc la transmission est vraiment quelque chose de faire de ces expériences quelque chose qui peut être apprenant pour soi et pour les autres. Et pour entretenir tout ça, il y a surtout, et en tout cas aussi, créer un espace sécurisant, c'est-à-dire s'entourer de personnes bienveillantes. Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, être vulnérable, ce n'est pas tout dire à n'importe qui, à tout le monde. C'est vraiment choisir avec qui... à qui je peux dire, et donc c'est prendre l'habitude de s'entourer de personnes bienveillantes qui vont vraiment vous écouter et avec qui vous allez pouvoir vous déposer en confiance. Donc ça peut être la famille, des amis proches, votre conjoint, votre conjointe, un groupe de soutien, un thérapeute, un coach, en tout cas d'avoir quelqu'un. Voilà, c'est important. Moi, je me souviens, j'ai fait un burn-out en société, j'en entendais parler partout. Moi, je me trouvais un peu à l'abri de ça. Mais ça m'est tombé dessus, j'ai eu quelques semaines, je dirais, de déni complet. Parce que c'était compliqué pour moi, déjà de mettre le mot dessus, puis surtout je me trouvais faible, moi qui avais toujours tout géré, en plus qui accompagnait les autres. Je me suis dit, c'est pas possible que je sois faible comme ça. Voilà. Jusqu'au jour où j'ai trouvé du réconfort, j'ai pu en parler quelque part. On m'a dit, mais t'es en train de faire un burn-out. Et du coup, je suis allée me faire même accompagner. Je suis allée au-delà des amis, j'ai été voir un thérapeute. Et ça fait un bien fou parce que j'ai pu me déposer sans être jugée, j'ai pu être entendue et j'ai pu remonter la pente. Et comme je l'ai fait quand même relativement assez vite, je n'ai pas été jusqu'au burn-out qui paralyse pendant parfois des années. Voilà ce que je voulais vous dire au sujet de la vulnérabilité. J'espère que ça vous aura éclairé un peu. J'ai envie de terminer par cette phrase. Et si votre plus grande force résidait dans ce que vous cachez au monde? À méditer. Voilà. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le, likez-le. Si vous êtes tombé dessus par hasard et que ça vous a plu et que vous voulez en écouter d'autres, eh bien, je vous invite à vous abonner pour être au courant de ce qui va sortir. Et regardez un peu autour de vous, comment vous êtes entouré, si vous avez des personnes bienveillantes, pour pouvoir justement vous déposer. Si ce n'est pas le cas, je vous rappelle que j'ai fait une vidéo sur un live plutôt, qui est en replay, sur comment choisir ses relations, comment savoir bien s'entourer. Et que si vous devez faire du ménage, j'ai fait aussi une vidéo sur faire du ménage dans ses relations. Donc je vous invite à aller sur ma chaîne YouTube qui vous explique tout ça, qui pourra vous aider un peu plus pour justement avoir des endroits où vous pouvez vous déposer
et vous entraîner à partager au monde qui vous êtes dans vos meilleurs moments comme dans les moins bons, en tout cas dans votre humanité. À très vite.